Ah, Newton contre Leibniz. Passage obligé de l'histoire de l'analyse. Ces deux dames de la haute société, clouées au pilori par le caricaturiste anglais Gilray, ne sont qu'une allusion indirecte. Pour ma part, je vais essayer de ne pas caricaturer, mais je vais avoir du mal à vous cacher mon regret que les deux plus grands esprits de la seconde moitié du XVIIe n'aient pas trouvé mieux pour occuper leur vieillesse que les mesquineries que je suis bien obligé de vous raconter. Nous allons d'abord évoquer ce qui est prouvé historiquement avant de glisser plus rapidement sur la guéguerre. Le premier inventeur du calcul différentiel est Newton. Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Cela se passait dans les deux années miraculeuses de 1665-66, ces années de peste où il a révolutionné les mathématiques et la physique. Comme je vous les raconte abondamment dans d'autres histoires, je ne vais pas m'appesantir. Les preuves incontestables de ces inventions se situent dans des carnets manuscrits datés que tout un chacun peut consulter en ligne. Voyez par exemple ces deux extraits d'un manuscrit de 1666 dans lequel Newton résout une liste de problèmes. Le problème numéro 5 a pour énoncé trouver la nature de la ligne courbe dont l'air est exprimé par n'importe quelle équation. Dans notre langage, étant donné une primitive, calculer sa dérivée. Pour exprimer sa solution, Newton parle de mouvement et de vitesse. C'est cela qui le conduit à baptiser fluentes les variables et fluxions leurs dérivées, sous-entendu par rapport au temps. Néanmoins, il est parfaitement conscient de la généralité de l'opération. Un peu plus loin dans le même manuscrit, on trouve le problème inverse. Il s'agit du problème 7. La nature de n'importe quelle ligne courbe étant donnée, trouver son aire quand c'est possible. Comprenez, trouver sa primitive. Avec ces deux problèmes, Newton exprime ce que nous appelons le théorème fondamental de l'analyse, qui n'a été perçu comme fondamental que bien après Newton. Le fait que calculer des tangentes et calculer des intégrales soient deux opérations réciproques l'une de l'autre avait déjà été reconnu, en particulier par Barrow. Pour Newton, ce n'était qu'une étape vers une théorie plus générale, celle des équations différentielles. Le problème est que cette théorie générale n'a été publiée que très tard, après la mort de Newton. Son traité sur la théorie des fluxions, rédigé en latin, était près dès 1671. Mais les controverses sur ces autres théories, en particulier l'optique, l'ont dissuadé de le publier. Une traduction anglaise est parue en 1736. Ce que vous voyez est extrait de la traduction française par Buffon en 1740. À ce moment-là, les écrits de 1671 étaient déjà largement démodés, mais le tour de force intellectuelle restait impressionnant. Voici les deux problèmes réciproques selon Newton. Problème 1, étant donné la relation des quantités fluentes, trouver la relation de leur fluxion. Par quantité fluente, comprenez des variables x, y, etc. Une relation entre fluentes est une équation qu'il s'agit de dériver pour trouver une équation entre fluxions. Problème 2. Étant donné la relation des fluxions, trouvez celle des quantités fluentes. La relation des fluxions est une relation faisant intervenir des dérivées, autrement dit, une équation différentielle. À part son traité de 1671, qu'au moins Barrow, Wallis et Collins avaient lu, Newton n'avait pour prouver son antériorité que les Principia Naturalis. Ce qu'il y dit du calcul différentiel est limité à ce qui est strictement nécessaire à ses résultats de mécanique. Voici un extrait du livre 2.
Newton y définit ce que sont les moments ou mutations des vitesses. Pour nous, ce sont les accélérations. En fait, ce pourrait être des dérivés de quantités quelconques. Il le dit dans la première phrase. Comme vous le voyez, il donne ensuite les règles de dérivation pour des quantités algébriques, comme un produit de deux variables dans le premier encadré bleu, ou une puissance rationnelle d'une variable dans le second. C'est très bref, et il ne donne que peu de justifications. Il ajoute ensuite la remarque suivante. Dans des lettres échangées il y a environ 10 ans avec le très habile géomètre M. Leibniz, je lui écrivis que je possédais, pour déterminer les maxima et les minima, pour mener les tangentes et autres opérations analogues, une méthode qui s'appliquait également aux quantités rationnelles ou irrationnelles, méthode que je lui cachais sous un chiffre formé de lettres transposées. Cet homme célèbre me répondit qu'il était tombé sur une méthode de ce genre, dont il me donna la communication, et qui ne différait de la mienne que dans le mode d'expression, de notation et de la génération des quantités. Ceci correspond strictement à la vérité historique, et on ne peut que regretter que les choses n'en soient pas restées là. Mais voilà, il n'y avait pas que les mathématiques entre Leibniz et Newton. J'ai déjà eu souvent l'occasion de vous le dire, si on veut tenter de comprendre la pensée des savants des siècles passés, on ne peut pas se contenter de la réduire aux seules mathématiques. Leibniz, peut-être encore plus que Newton, était un philosophe universel qui embrassait tous les domaines de la connaissance. Et plus que tout autre domaine, ce qui leur importait avant tout, c'était la religion. La théologie restait leur domaine de pensée privilégié. Rien n'était plus important que de penser Dieu. Et là, je suis bien obligé de vous avouer mes limites. L'opposition théologique entre Leibniz et Newton, je ne me sens pas capable de vous l'expliquer parce que je suis loin d'avoir tout compris. Essayons tout de même. Il existe dans la pensée religieuse occidentale une ligne de fracture très ancienne, qui date des débuts du christianisme. Elle porte sur la nature de la Sainte Trinité. Je demande pardon aux spécialistes qui verront tout de suite que je n'y connais rien, mais en gros, faut-il mettre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit la Sainte Trinité, sur un même plan, ou bien le Fils et le Saint-Esprit sont-ils subordonnés au Père, qui est le seul Dieu? L'arianisme, le catharisme, l'islam ont prôné la seconde option. En 1553, Miguel Servet avait été brûlé à Genève pour s'être opposé à la doctrine de Calvin, entre autres sur la nature de la Trinité. Ce que vous voyez est une copie manuscrite de son livre sur les erreurs de la Trinité. Cette copie date du milieu du XVIIe siècle, époque où le débat a été renouvelé, en particulier par les penseurs anglais. Locke, Hobbes et Newton lui-même ont été considérés comme des anti-trinitaires, ce qui leur a valu nombre d'inimitiés. Je vous parle ailleurs de la querelle entre Wallis et Hobbes. Elle doit être comprise dans ce contexte de débat théologique, et il en est de même pour Leibniz et Newton. Avant même de s'opposer à Newton, Leibniz ferraillait déjà contre les antitrinitaires anglais. Le texte suivant, en français, date de 1693. J'en ai extrait une simple phrase pour vous faire sentir la difficulté. Quant à nous, lorsqu'on dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et l'un de ces trois n'est pas l'autre, et avec tout cela, il n'y a pas trois dieux, mais un seul. Cela pourrait paraître une contradiction manifeste, car c'est justement en cela que consiste la notion de la pluralité.
Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller lire la suite sur Wikisource. En attendant, nous revenons au calcul différentiel de Leibniz. Au moment où Newton rédige sa méthode des fluxions en 1671, Leibniz a, de son propre aveu, encore beaucoup à apprendre en mathématiques. Il va s'y mettre à son arrivée à Paris en 1672 sous la houlette de Christian Huygens. Mais dès l'année suivante, il travaille déjà sur le problème inverse des tangentes, celui-là même que Newton a résolu. Un manuscrit daté d'août 1673 en fait foi. Son titre est Méthode des tangentes inverses ou bien De Functionibus sur les fonctions. Vous voyez le sous-titre du document Trouver un lieu à partir d'un autre lieu donné, celui de certaines fonctions données. Ou encore, trouver un lieu dans lequel les données appliquées d'un lieu donné remplissent la fonction proposée. Cette méthode est opposée à la méthode des tangentes. En clair, Leibniz se propose de trouver des courbes connaissant une propriété de leur tangente. Il a en tête un excellent exemple qui lui a été donné à Paris par Claude Perrault, le frère de l'auteur des Contes de Perrault. Écoutez Leibniz raconter l'histoire 20 ans plus tard. C'est à Paris que me fut offerte l'occasion d'imaginer une telle construction. Le célèbre médecin parisien Claude Perrault, remarquable par ses connaissances en mécanique et en architecture, me soumit, comme à beaucoup d'autres, le problème suivant, dont la solution, reconnaissait-il très honnêtement, ne s'était pas encore présentée à lui. Il usait, pour mieux se faire comprendre, d'une montre enfermée dans un écrin d'argent, qu'il tirait sur une table en déplaçant le long d'une règle l'extrémité d'une chaînette fixée à l'écrin. De cette façon, le point le plus bas de l'écrin, situé au centre de sa partie inférieure, décrivait sur la table la courbe. En examinant attentivement cette question, j'étais justement plongé dans l'étude des tangentes. Je remarquai aussitôt ce qui est la clé du problème, que le fil est constamment tangent à la courbe. La courbe en question est une tractrice, et c'est l'un des nombreux exemples à partir desquels Leibniz a élaboré sa théorie générale. Il y a mis environ 2 ans, entre août 1673, où il se pose le problème de manière suffisamment générale, et octobre 1675, où la théorie cristallise en quelques jours. Voici un extrait de manuscrit daté du 26 octobre. Il y est dit que les moments des termes sont égaux au complément de la somme des sommes. La signification exacte de cette phrase n'importe guère. En gros, c'est une intégration par partie. Ce qui compte, c'est que Leibniz y affirme des propriétés générales de ce qu'il appelle des sommes, c'est-à-dire pour nous des intégrales. Remarquez sa notation OMN qui revient à plusieurs reprises. OMN est l'abrégé de omnium, le tout ou la somme. C'est ainsi qu'il note encore les intégrales. 3 jours plus tard, il franchit le pas décisif. Dans le premier encadré bleu, vous voyez une équation. Il faut lire les 2 barres verticales avec une barre horizontale au-dessus comme un signe égal. On lit omn L carré sur 2 égale omn de omn L sur x. Qu'il faut comprendre comme la primitive de y dy sur dx est y2 sur 2. Quelques lignes plus loin, Leibniz se débarrasse de OMN. C'est le second encadré bleu. Il sera utile, dit-il, d'écrire un S allongé, notre signe intégral, pour omn. Et voilà, le calcul intégral est né. Aussitôt, Leibniz réécrit ses formules et, miracle,
il s'en faut de peu pour qu'elles ressemblent aux nôtres. À ce stade, il manque encore dx et dy, qui arriveront un peu plus loin. Comme Newton, Leibniz n'a pas publié tout de suite. Et c'est tout de même lui qui l'a fait le premier. 3 ans avant les Principia de Newton paraît cet article aux Acta Eruditorum. Leibniz y explique les principes du calcul différentiel qu'il avait inventé donc 9 ans auparavant. Ce n'est pas à cet article que Newton faisait référence dans sa remarque des Principia, mais à un échange de lettres datant de l'année 1676 par l'intermédiaire du secrétaire de la Royal Society, Henry Oldenburg. Leibniz avait voyagé en Angleterre début 1673 et y avait rencontré Oldenburg, qui était d'origine allemande. Il avait présenté son projet de machine arithmétique et avait même été élu Fellow de la Royal Society. Voici un extrait de la lettre du 24 octobre 1676, dans laquelle Newton explique ses découvertes mathématiques à Leibniz, en prenant bien soin d'en dire le moins possible. Dans le passage que vous voyez, il dit avoir utilisé une méthode en 2 volets, dont une partie est plus claire, l'autre plus générale. À présent, conclut-il, il m'a semblé approprié de les consigner toutes deux par des lettres transposées, au cas où, si d'autres parvenaient au même résultat, je fusse obligé de changer mes plans. Les lettres transposées désignent cet anagramme que vous voyez dans l'encadré bleu. La dernière phrase avant l'anagramme « au cas où, si d'autres parvenaient au même résultat, je fusse obligé de changer mes plans », me paraît être une indication de la méfiance de Newton, déjà à l'époque. 2 jours plus tard, Newton a quelques remords. Il écrit une autre lettre à Oldenburg, cette fois-ci en anglais. Je crains d'avoir été un peu trop sévère en faisant remarquer les erreurs dans la lettre de M. Leibniz, vu la bonté et l'ingéniosité de l'auteur. Il aurait pu m'arriver d'avoir commis des erreurs analogues. Si vous pensez que quoi que ce soit ait pu être exprimé de manière trop sévère, signalez-le-moi, et je tenterai de l'adoucir, à moins que vous vouliez le faire vous-même par un mot ou deux. Et donc vous le voyez, en 1676, comme en 1687, malgré un brin de méfiance, les rapports de Newton et Leibniz sont plutôt courtois. C'est cet article de John Keel qui déclenche les hostilités, sur les lois des forces centripètes. Keel est un professeur écossais qui diffuse les mathématiques et la physique de Newton dans son enseignement. La déclaration de guerre contre Leibniz est une phrase presque anodine. La voici. Tout ceci découle de la célébrissime arithmétique des fluxions que M. Newton, sans aucun doute, a inventé le premier. Comme tous ceux qui liront ces lettres publiées par Wallis constateront aisément. La même arithmétique sous un nom différent et en utilisant des notations différentes fut publiée plus tard dans les Acta Eruditorum par M. Leibniz. On comprend un peu que Leibniz y ait vu une accusation de plagiat. Un peu naïvement, il en appelle au jugement de Newton lui-même et de la Royal Society qu'il préside depuis 1703. Newton nomme un comité de membres de la société, tous choisis parmi ses partisans. Ce comité publie, au bout de quelques semaines, vraisemblablement sous le contrôle de Newton, ce livre. Correspondance de M. John Collins et autres sur l'avancement de l'analyse, publié sur ordre de la Royal Society. C'est un recueil de lettres échangées entre Newton, Barrow, Collins, Wallis, Oldenburg et Leibniz lui-même. La conclusion est sans appel. Nous considérons que la bonne question n'est pas qui a inventé telle ou telle méthode,
Mais qui était le premier inventeur de la méthode? Et nous croyons que ceux qui ont désigné M. Leibniz comme le premier inventeur ne savaient rien, ou peu, de sa correspondance avec messieurs Collins ou Oldenburg, longtemps avant, ni de ce que M. Newton possédait cette méthode plus de 15 ans avant que M. Leibniz ne commence à la publier dans les Acta Eruditorum de Leipzig. Pour ces raisons, nous concluons que M. Newton est le premier inventeur, et nous pensons que M. Kiel, en affirmant cela, n'a été en aucune manière injurieux à l'égard de M. Leibniz. Nous soumettons au jugement de la société si les extraits de lettres ou de papier qui vous sont présentés, de même que ce qui a été publié dans le 3e volume de M. Wallis, méritent ou non d'être rendus publics. La réponse devait être positive car ce livre a été envoyé à tous ceux qui comptaient à l'époque dans l'Europe savante. Newton ne s'est pas arrêté là. Il a écrit lui-même un compte-rendu entre guillemets anonyme du livre pour enfoncer le clou et démontrer que sans ce que lui-même en avait dévoilé, Leibniz n'aurait jamais été capable d'inventer quoi que ce soit. En représailles, Leibniz et les frères Bernoulli ont insinué que Newton n'avait jamais compris les dérivées secondes. Jean Bernoulli a trouvé une erreur dans un calcul de Newton et l'a publié dans toute l'Europe, etc. Vous savez quoi? Tout ceci n'est glorieux ni pour Newton, ni pour Leibniz. J'ai bien envie de vous épargner la suite. Les échanges d'invectives entre Newton et ses sbires d'un côté de la Manche, Leibniz et surtout Jean Bernoulli sur le continent. Personne n'en est sorti grandi. La polémique ne s'est calmée qu'à la mort de Newton, 15 ans plus tard. Qu'en est-il resté? Sur le plan mathématique, on peut considérer que Leibniz est sorti vainqueur. Ce sont sa terminologie et ses notations que nous utilisons toujours. Mais au fond, pourquoi? Ce livre de Léonard Euler, dont vous voyez la première page, a fait date. Bien sûr, d'autres manuels de calcul différentiel l'avaient précédé, en particulier les institutions analytiques de Maria Agnesi. Mais que voulez-vous, un livre écrit par Euler entre dans l'histoire. En bon élève de Jean Bernoulli, Euler est forcément du côté de Leibniz. Il inclut tout de même un paragraphe où il cite Newton et reconnaît que le choix de terminologie est arbitraire. Puis il en vient à la question des notations. Il ne fait aucun doute que nous avons l'avantage sur les Anglais quand il s'agit de notation. Pour les différentiels qu'ils appellent fluxions, ils utilisent des points sur les lettres. Ainsi, y point est la première fluxion, y avec 2 points la seconde fluxion, la troisième fluxion a 3 points, etc. Cette notation, du fait qu'elle est arbitraire, ne peut être critiquée si le nombre de points est faible et qu'il peut être reconnu d'un coup d'œil. D'un autre côté, si de nombreux points sont nécessaires, beaucoup de confusion et de désavantages peuvent en résulter. Par exemple, la 10e différentielle ou fluxion est incommonément représentée avec 10 points, tandis que notre notation D10Y est très facilement comprise. Il est des cas où des différentiels de beaucoup plus grand ordre, ou même d'ordre indéfini, doivent être représentés. Et pour cela, le mode anglais est complètement inadapté. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que Euler n'est pas totalement de bonne foi sur ce coup. Personnellement, je n'ai jamais écrit une différentielle d'ordre 10. Et quelle difficulté y aurait-il à indiquer par un nombre ou une lettre le nombre de points au-dessus de la lettre? Et pourquoi donc les physiciens notent-ils encore par des points les dérivés par rapport au temps? Bref, je ne suis pas loin de penser que si Euler avait été anglais, nous utiliserions encore les notations de Newton. Une fois le mouvement lancé, des manuels de qualité paraissent. Ils suivent Euler plutôt que les successeurs de Newton.
Je vous ai déjà parlé des best-sellers mathématiques de Sylvestre François Lacroix. Son traité du calcul différentiel et du calcul intégral en est un exemple. Il a connu de multiples éditions. En 1811, le jeune Charles Babbage, qui n'a encore inventé aucune machine, rêve d'en posséder un exemplaire. Mais les guerres napoléoniennes ne sont pas terminées et les livres français sont rares et chers. Il le paye 7 guinées, soit 2 mois de salaire d'ouvrier de l'époque. Babbage arrive à Cambridge à un temps où les mathématiques anglaises ont connu un important déclin. Avec quelques-uns de ses camarades, il décide de créer une société pour traduire en anglais le manuel de Lacroix. Cette société devrait tenir des réunions périodiques pour la propagation des dés de Leibniz contre les points de Newton. Et quand il s'agit de suivre et de trouver un titre pour leurs œuvres, Babbage propose The Principles of Pure Deism in opposition to the dot age of the university. Et je suis bien incapable de traduire exactement le jeu de mots. Pour déisme, c'est le même mot qu'en français. Pour dotage, les points de Newton se disent dot, et dotage, c'est presque comme en français, le radotage. Babbage avait des idées brillantes, mais il me semble qu'expliquer la relative stagnation des mathématiques anglaises de cette époque-là par la fidélité des Anglais aux notations de Newton est passablement réducteur. Vous me connaissez. Dans une histoire triste, je ne laisserai pas passer l'occasion de vous présenter un personnage pittoresque. Celui-ci s'appelle Nicolas Fatio de Duyet. Issu d'une bonne famille de la haute société genevoise, il montre très tôt des dons pour les sciences. Après un séjour à Paris où il gagne l'estime de l'astronome Cassini, il se rend à La Haye, où il rencontre Huygens, qui l'initie au problème inverse des tangentes. Puis il arrive à Londres juste avant la publication des Principia Naturalis. Il est élu à la Royal Society en 1688 à seulement 24 ans et se lie d'amitié avec Newton. C'est d'autant plus remarquable que Newton n'a eu que très peu de véritables amis. Il semble que l'amitié de Newton, qui lui explique son calcul des fluxions et lui montre ses manuscrits, soit quelque peu montée à la tête de Fatio, qui du coup se croit l'égal de tous ceux dont il a su gagner l'estime. Newton, mais aussi Huygens, Leibniz et Jean Bernoulli. Il tombe de haut en 1696. Dans le numéro de juin des Acta Eruditorum, Jean Bernoulli pose le problème suivant, à la solution duquel il invite les mathématiciens. Étant donné 2 points A et B dans un plan vertical, trouver un chemin pour un mobile M tel que partant de A, il parvienne à l'autre point B dans le temps le plus court. La solution est un arc de cycloïde, auquel on donne le nom savant de brachistochrone. Le problème est résolu en peu de temps par Leibniz, Jacques Bernoulli, le marquis de l'Hôpital et bien sûr Newton, qui dit avoir trouvé la solution en quelques heures aussitôt après l'avoir reçue. Et Leibniz s'exclame « Il est remarquable que seulement ceux dont j'avais prédit qu'ils seraient capables de résoudre le problème l'aient résolu, c'est-à-dire ceux qui ont pénétré avec suffisamment de profondeur dans les mystères de notre calcul différentiel. » Dame, cela voudrait-il dire que Fatio n'est pas parmi ceux-là? Eh bien, à vrai dire, Fatio n'est pas homme à laisser passer l'affront. Quelque temps plus tard, il publie ce mémoire sur les lignes de plus courte descente et saisit l'occasion pour lâcher quelques sous-entendus perfides à l'encontre de Leibniz. Je reconnais
que Newton fut le premier inventeur de ce calcul, précédant les autres par de nombreuses années, car j'ai été amené à le constater par des preuves factuelles. Quant à savoir si Leibniz, le second inventeur, lui a emprunté quoi que ce soit, je préfère en laisser juges ceux qui ont vu les lettres de Newton et ses autres manuscrits, mais pas moi-même. Ni le silence du modeste Newton, ni le zèle avide de Leibniz à s'attribuer en propre les inventions de ce calcul, ne tromperont quiconque a parcouru ces documents que j'ai moi-même examinés. C'est la toute première escarmouche de la guerre Newton-Leibniz. Personnellement, je la trouve plus sournoise et plus violente que celle de Kiel 9 ans plus tard. Pourtant, cette fois, l'affaire n'avait pas eu de suite. Fatio de Duillet était un de ces savants touche-à-tout du siècle des Lumières. L'année de son attaque contre Leibniz, il avait aussi produit ce livre sur l'amélioration de la culture des arbres fruitiers, où il proposait de les faire pousser sur des plans inclinés pour augmenter leur exposition au soleil. Quelques années plus tard, il s'était fait remarquer de manière plus spectaculaire. Écoutez plutôt Voltaire, toujours prêt à se moquer de ses contemporains. Un fameux protestant que l'on comptait entre les premiers mathématiciens de nos jours, et qui marchait sur les traces des Newton, des Leibniz, des Bernoulli, s'avisa au commencement de ce siècle de tirer des corollaires assez singuliers. Il est dit qu'avec un grain de foie on transportera des montagnes, et lui, par une analyse toute géométrique, se dit à lui-même « J'ai beaucoup de grains de foie, donc je ferai plus que transporter des montagnes. » Ce fut lui qu'on vit à Londres en l'année 1707, accompagné de quelques savants, annoncer publiquement qu'il ressusciterait un mort dans tel cimetière que l'on voudrait. Le fameux protestant géomètre dont je parle était de si bonne foi, il assura si positivement qu'il ressusciterait les morts, et cette proposition plausible fit tant d'impression sur le peuple, que la reine Anne fut obligée de lui donner un jour, une heure et un cimetière à son choix, pour faire son miracle loyalement et en présence de la justice. Le saint géomètre choisit l'église cathédrale de Saint-Paul pour faire sa démonstration. Le peuple se rangea en haie. Des soldats furent placés pour contenir les vivants et les morts, dans le respect. On déterra un corps au choix du saint. Il pria, il se jeta à genoux, il fit de très pieuses contorsions. Ses compagnons l'imitèrent. Le mort ne donna aucun signe de vie. On le reporta dans son trou et on punit légèrement le ressusciteur et ses adhérents. Vous connaissez Voltaire. Quand il s'agit de faire rire, il n'est pas le champion de la vérité historique. Que s'était-il donc passé? Après la guerre des Cévennes, une partie des meneurs camisards survivants s'était retrouvée à Londres. Fatio, lui-même protestant, avait épousé leur cause. Les autres émigrés protestants français ne voyaient pas forcément d'un bon œil ces illuminés volontiers saisis de transes au cours desquelles l'Esprit Saint parlait directement par leur bouche. Les Anglais les appelaient les French Prophets. L'un d'eux, Élie Marion, particulièrement prolifique en transes prophétiques, avait fourni la matière de ce livre que Fatio avait édité. Il y était question à tout bout de champ de la destruction prochaine de la nouvelle Babylone, comprenez Londres. Oui, mais voilà, en 1707, le souvenir de l'épidémie de peste, suivi du grand incendie qui avait brûlé la plus grande partie de Londres, était encore cuisant. Et les prophéties de destruction de Marion, relayées par Fatio, ne faisaient plaisir ni aux Londoniens, ni à leur reine Anne. La dite reine Anne
celle-là même qui avait anobli Newton 2 ans auparavant, avait bien été obligée de sévir contre les French Prophets et leur porte-parole Fatio. Elle les avait condamnés à 2 heures d'exposition au pilori, ce qui était effectivement une peine légère. Cette gravure d'époque représente Fatio et 2 de ses coreligionnaires exposés au pilori. L'écriteau accroché au chapeau de Fatio disait « Nicolas Fatio a été reconnu coupable d'avoir soutenu et favorisé Élie Marion dans ses prophéties contrefaites et malfaisantes, d'avoir été à l'origine de leur impression et publication, afin de terrifier les sujets de la reine. » La légende de la gravure parle d'œufs pourris et autres saletés. Effectivement, la gravité de l'exposition au pilori dépendait du bon vouloir de la foule et du contenu de ses boîtes à ordures. 4 ans auparavant, Daniel Defoe, qui n'était pas encore l'auteur de Robinson Crusoe, avait été exposé pour des écrits séditieux. La légende et ce tableau voudraient que la troupe ait eu le plus grand mal à empêcher la foule de lui offrir des fleurs. Tandis que cette caricature de la fin du siècle montre les avanies subies par 2 dames de la haute société à qui le pilori fait passer le goût des jeux d'argent. En même temps, ce n'est qu'une caricature, les 2 dames n'ont pas vécu la situation. Elles n'ont été exposées qu'au ridicule du dessin de Gilray. Un détail me trouble. Toutes les représentations que j'ai trouvées montrent le condamné avec la tête et les mains prises dans un carcan. Sauf la gravure des French Prophets que je vous ai montrée. Je ne peux donc pas vous dire comment la peine de Fatio a été exécutée. En tout cas, elle n'a pas été suffisamment dissuasive, car il a continué ses prêches et ses prophéties en Hollande, où il a été emprisonné à nouveau. Vous savez quoi? J'aurais volontiers remplacé dans la caricature de Gilray les visages des 2 dames par les portraits de Newton et Leibniz. Par respect pour la vérité historique et pour le calcul différentiel, je me suis abstenu. Vous trouvez que j'ai eu raison? Peut-être. Je ne suis pas sûr que Fatio aurait eu autant de scrupules, pour peu que l'Esprit Saint lui en ait donné l'ordre.